encore enseigner la Shoah à l'école? Cette question agite régulièrement l'espace médiatique. Peut-être se pose-t-elle de manière plus aiguë depuis le 7 octobre. Des enseignants de l'éducation nationale, des acteurs de terrain, y répondent activement en candidatant au prix Corin. Ce prix récompense chaque année depuis plus de 30 ans un travail pédagogique consacré à l'histoire de la Shoah. Cette année, son jury a décerné une mention spéciale à une production singulière réalisée par des mineurs en milieu carcéral. Ce projet a été mené par leur professeur, Jérôme Bouchin, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Jérôme Bouchin. Bonjour. Alors, félicitations tout d'abord pour cette récompense. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est né ce projet? Alors, ce projet, il est né d'une réflexion, il a été commencé 3 semaines après le 7 octobre, justement, il n'y a pas de corrélatif, parce que j'avais le souhait de travailler, je travaille tous les ans, mais l'objectif c'était de travailler de manière différente. Donc du coup, il est né d'une lecture. Donc j'ai lu moi-même le livre de Léon Malmed que l'on peut voir ici. Nous avons survécu, enfin je parle. Et donc c'est un livre que j'ai lu l'année dernière. Ça a été un choc pour moi parce que c'était à proximité de mon domicile. C'était des lieux que je croisais tous les jours, mais ça a donné un autre univers, un autre aspect à cette découverte, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais essayer de travailler la Shoah cette année de façon différente et je vais essayer d'aborder avec la notion de micro-histoire, de façon à les rapprocher, à leur donner un sentiment de connaissance, puisque finalement, on va parler de lieux qu'ils connaissent. Qu'ils fréquentent, en fait. Qu'ils fréquentent, qu'ils peuvent voir dans leur quotidien, en fait, même si, effectivement, ce n'est pas l'espace-temps qu'ils connaissent actuellement, mais c'est les mêmes lieux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup bougé, il y a 80 ans, en fait, tout simplement. Et donc, et de s'attacher à des personnages pour réaliser un choc émotionnel, permettant, en fait, de faire en sorte que ces élèves voient l'histoire de la famille Malmed comme un petit peu une partie qui aurait pu être leur famille, en fait, et de s'identifier à tous ces enfants, à ces personnes, à ces personnages qui sont forts, et de manière à faire sienne cette histoire tout en travaillant sur la grande histoire. C'est une petite histoire dans la grande histoire. Il ne faut pas oublier effectivement les événements de la Seconde Guerre mondiale, puisque certains des élèves sont amenés à la fin d'année à passer leur brevet par exemple, ou leur bac. Donc du coup, il faut être capable d'insérer ce projet dans un travail en lien avec Alors peut-être expliquez-nous un petit peu quels sont les élèves, quel est exactement le milieu dans lequel... Alors le profil des élèves qu'on peut avoir, donc en fait les plus jeunes qu'on peut avoir ont 13 ans, on est incarcéré en France à partir de 13 ans, jusqu'au jour de leurs 18 ans. La moyenne est plus entre 15 et demi et 18 ans. Ensuite, on a tout type d'élèves. On a des élèves MNA, c'est-à-dire des mineurs non accompagnés qui viennent de différents pays, qui peuvent être les pays de l'Est, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique noire. On a des jeunes qui ont arrêté l'école en CM2. Donc, du coup, quelque part, ils ont très peu de connaissances, on va dire, à la fois culturelles ou historiques. Il y en a qui sont non-lecteurs, il y en a qui ont désappris à lire parce qu'ils ont plus, on va dire, de travail autour de ça, puis ils n'ont pas de bibliothèque chez eux. On a des élèves qui sont déscolarisés parce qu'ils sont incarcérés et donc du coup ils étaient scolarisés, donc ils peuvent être en CAP, en bac pro, ils peuvent être en STMG, ils peuvent être en terminale générale. Donc là il s'agit pour moi et l'ensemble de l'équipe pédagogique de leur permettre de continuer leurs études et de passer les examens s'ils sont inscrits. Donc voilà, c'est un panel d'élèves, voilà, on a 20 places, mais 19 places réelles au quartier mineur de Liancourt, donc dans l'Oise. Et sur ces 19 élèves, on fait 2 à 3 groupes. Donc ce sont des groupes de 6 à 7 élèves qui peuvent être des groupes, pas forcément de niveau, c'est juste des groupes affinitaires pour éviter effectivement les conflits, voire les bagarres, puisqu'on reste dans un milieu clos et fermé. Et parfois, la nuit, ils peuvent à la fenêtre s'invectiver et donc ils peuvent régler les problèmes ensuite en cours dans les activités collectives. Donc du coup, l'objectif, c'est de leur permettre d'être sur des groupes dans lesquels ils s'entendent plutôt bien. Et de travailler soit sur des projets, soit sur la formation professionnelle, soit sur le fait de passer des diplômes en fait. Mais on s'adapte à chacun. Mais ce sont des classes très hétérogènes alors. Ah oui, on peut avoir dans le même groupe une personne FLE, c'est-à-dire qui ne parle pas français, avec quelqu'un qui passe son bac. Ça, c'est une possibilité. Donc effectivement, ça donne un peu de gymnastique aux enseignants. Comment vous vous êtes dit un matin, je vais aller enseigner l'histoire de la Shoah à ces jeunes gens? Alors, ça fait 6 ans que je suis au quartier mineur. Ça fait 3 ans que je suis référent du quartier mineur et je n'avais plus d'enseignant d'histoire. Donc du coup, moi c'est pas ma formation à la base, je suis plus formation d'activité physique et sportive. Donc du coup j'ai repris le flambeau et je me suis dit il faut que j'aborde
alors, le programme, parce qu'il y a le programme de l'éducation nationale, je ne peux pas faire sans, mais par contre, à moi de travailler sur des thèmes. Tous les ans, je choisis 2-3 thèmes pour travailler sous forme de projet de façon un petit peu différente. Donc pourquoi la Shoah ? Pour moi, je pense que c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire que quand je vois des élèves qui viennent d'autres pays et qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah, ça me pose un petit peu problème. Il faut connaître, en fait, ça fait partie de la culture universelle commune, d'avoir connaissance du fonctionnement et de savoir un petit peu la portée que ça peut avoir, en fait. Donc voilà, donc ça c'est la base. Alors après, est-ce que ça peut faire peur d'aborder certains thèmes ? Disons que quand vous êtes un jeune enseignant et que vous n'avez pas forcément d'appui derrière et que vous savez qu'en cas de problème, vous ne serez pas soutenu, ça peut être un petit peu plus compliqué. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne, j'aime bien les défis, je les ai toujours bien aimés, et je pense que si on a une relation de confiance avec les élèves, qu'on est armé en termes de connaissances et de bienveillance, entre guillemets, sans être dans le jugement, tout peut passer en fait. Là, en prison, je fais le travail, j'ai mon API avec moi qui est une alarme, en cas de problème, j'appuie sur l'alarme, et je n'ai pas à régler les problèmes de discipline. Ce n'est pas mon travail en prison, on me le fait clairement comprendre. Mais c'est quelque chose qui peut arriver ? En quartier mineur, ça arrive. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas subi d'agression. J'ai eu quelques échanges un peu vifs avec certains mineurs, mais je ne me suis pas senti, on va dire, apeuré ou... Par contre, des bagarres, oui, ça arrive très, 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 très fréquemment, parce qu'ils sont dans un milieu clos, et parce que c'est compliqué aussi de gérer beaucoup leur frustration. Ça reste des jeunes qui voient peu leur famille. Qui sont privés de liberté. Ils sont privés de liberté, c'est anxiogène. Et à la moindre étincelle, il y a des choses qui peuvent se passer, effectivement. Il y a un travail en amont qui est assez énorme sur la réalisation des groupes, sur le changement des groupes, parce qu'on peut entendre des choses en disant « Ah, ça ne va pas entre deux, il faut changer les groupes ». Donc cette plasticité-là, je ne l'aurais pas dans un lycée ou dans un collège classique. C'est-à-dire que je peux arriver le matin en disant « On a changé de groupe, car il va y avoir une bagarre dans ton groupe, on le sait ». Voilà. Donc ça, c'est un vrai travail d'équipe, en fait, pluridisciplinaire. J'imagine qu'il y a aussi un travail que vous menez de créer une relation avec ces jeunes. On n'a pas le choix, en fait. Alors déjà, moi, je les reçois tous en entretien individuel, tous les chefs de services différents, le médical, le gradé, la direction. On reçoit tous les jeunes en rendez-vous individuel quand ils arrivent en détention. Ils ont une semaine arrivant dans laquelle ils ne sont pas mélangés avec les autres. Et donc, on fait un entretien qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. On les fait parler. L'objectif, c'est de les connaître, de connaître ce qu'ils aiment. Et donc l'objectif, c'est de créer une relation de confiance, de manière à leur permettre ensuite, comme ils ont un peu plus confiance, de s'investir. Moi, j'aime bien quand ils disent, quand on est en cours, alors ça ne ressemble pas au cours que j'ai connu en fait. Ça, j'aime bien, tu fais un peu les choses différemment. Est-ce que tu es un vrai prof ? Des fois, on me pose la question en fait. J'essaie de faire en sorte de faire un cours qui ne ressemble pas à un cours Alors classique. Justement, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites ? Alors le truc, ça a été de dire par quoi on commence, parce que c'est toujours la même chose en fait, parce que c'est souvent l'entrée, la porte d'entrée qui est un peu compliquée. Et l'objectif, c'est tout de suite de dire, voilà, plutôt que les longs discours, parfois les images valent 1000 mots. Donc du coup, paf, je projette le portrait de Charles Malmed au tableau. Donc un enfant de 6 ans qui va être pris dans sa classe d'école par un nazi qui vient venir le chercher et qui vient chercher les enfants avec du sang juif. Son institutrice, Madame Bogis, va s'interposer en disant « Prenez-moi à sa place ». Le nazi va lui dire « Non, vous n'avez pas de sang juif, madame, écartez-vous ». On projette cette image-là, on dit l'âge de cet enfant, et là, forcément la question qui se pose tout de suite, parce que là on n'a pas parlé de quoi que ce soit, c'est pourquoi ils vont mettre un enfant de 6 ans en prison. Alors ça leur rapproche à leur réalité à eux, évidemment, et à leur quotidien en fait. Comment un enfant de 6 ans peut aller en prison et donc voilà, donc là on s'interroge, et ça c'est la porte d'entrée. Et donc forcément arrive un qui avait un petit peu plus de connaissances que lui, il était au lycée. Donc il savait qu'on était en cours d'histoire quand même, c'est pas juste une surprise, il savait qu'on était en cours d'histoire. Et donc du coup, il a dit clairement, c'est parce qu'il était juif. Et là c'est la porte d'entrée en fait. Donc voilà, on va essayer de travailler sur une famille, vous allez apprendre à les connaître, vous allez savoir un petit peu qui ils sont, d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations. Et le but c'est de travailler la Seconde Guerre mondiale et de travailler, on va dire, la Shoah par ce biais-là. Voilà, on va faire de la micro-histoire. Donc en fait, ce que vous allez faire avec ce groupe d'élèves, c'est retracer l'histoire de tous les membres de cette famille. De s'identifier à cette famille, de retracer l'histoire de cette famille et de malheureusement partager avec eux une partie de leur malheur, entre guillemets, tout en faisant en sorte que, j'aurais déjà dit d'emblée, dès le début, l'objectif à la fin, c'était de créer un support dont l'objectif de ce support est d'aller à l'extérieur pour d'autres élèves. Alors, d'autres élèves de la proximité géographique. Et donc, du coup, l'objectif d'emblée était ça. C'était de dire, voilà, on va travailler dessus. Et à la fin, vous aurez normalement la création d'une petite exposition qui devra aller dans les écoles pour faire le même travail
que vous avez fait sur cette famille. Donc c'est une réalisation qui va servir dans les écoles de la région. Et forcément, il y en a un qui m'a dit « Ah bah, il y a peut-être ma petite sœur qui va peut-être travailler sur le travail que j'ai fait. » Donc forcément, ça leur parle. Je ne peux pas leur dire dans l'école dans laquelle elle va aller. Je ne peux pas leur dire non plus qu'au départ, on allait s'inscrire au prix Corin parce que ce n'était pas forcément l'objectif au moment où on a commencé le projet. Je l'ai découvert après, je leur en aurais parlé assez rapidement en disant « Ce serait pas mal si on s'inscrivait à un prix. » Tout en leur disant comment ils ont réagi à ça? Comment ils ont réagi? On ne gagnera jamais, on n'a jamais rien gagné, etc. Et le pire, c'est qu'ils ne le sauront pas qu'ils ont gagné en fait. Alors je précise juste que ce prix Corin a été fondé par Annie et Charles Corin, qui sont des survivants de la Shoah. Et ils ont fondé ce prix il y a plus d'une trentaine d'années avec le Fonds social juif unifié. Vous savez qu'Academ est un média du Fonds social. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité pour ces jeunes de savoir qu'ils ont reçu ce prix. Et pourtant, ce prix leur a été attribué. Il n'y a pas de possibilité de leur annoncer qu'ils ont été... Non, je n'ai pas de contact avec eux, j'en ai pas l'autorisation, j'en ai pas le droit en fait de toute façon. Donc voilà. Mais ça, ils le savaient d'emblée en fait. C'est-à-dire que si par bonheur on gagnait, en fait, leur vraie victoire, ça serait que l'exposition continue de vivre en fait. Alors revenons à la réalisation de ce travail. Donc vous partez de l'image de Charles, évidemment... ça les interroge immédiatement. Pourquoi un enfant va en prison? Et puis par la suite, qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, la première séance, entre guillemets, on les laisse parler par rapport à ce qu'ils peuvent savoir de la Shoah. C'est une séance un peu de brisage de glace. On travaille sur Charles, on explique un peu d'où il vient, ce qu'ils ont fait. Je leur montre le livre, support, sur lequel on va travailler. Mais je leur dis, voilà, on va surtout s'axer sur des extraits, en fait, des extraits parlants, de façon à ce qu'on puisse faire un travail plus de qualité, plus qu'un travail quantitatif. Parce qu'il y en a certains qui ont des problèmes avec la lecture. Donc l'objectif, c'est d'inclure tout le monde, en fait. Voilà. Et donc, du coup, très rapidement, la première séance, en gros, qui dure 3/4 d'heure, s'arrête sur ça. Est-ce que, juste une question, est-ce que dans cette séance, il vous est arrivé parfois d'entendre des préjugés sur l'histoire de la Shoah, ce genre de choses? Alors, là, avec les mineurs, j'ai jamais eu, par exemple, un discours révisionniste, ça n'a pas existé, ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas, ça, j'ai pas entendu. Ensuite, les présupposés sur les juifs et les stéréotypes que peuvent avoir, ça, sur la première séance, il n'y a pas forcément eu. Mais par contre, il y a des moments où ça peut être, par exemple, quand ils descendent en cours, parfois ils ont un truc à manger et ils le gardent pour eux et on peut attendre et fais pas ton juif, par exemple. Vous voyez. Et donc là, on peut rebondir dessus. Pourquoi tu dis ça? Voilà, parce qu'on fait un travail en parallèle sur tout ce qui est la création historique des stéréotypes. Et voilà. Et donc, et ça, c'est plus dans ce sens-là. J'ai pas eu spécifiquement d'opposition sur le travail de la Shoah. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains que je connaissais depuis un moment donné, que ça faisait 5-6 mois qu'ils étaient là. Je veux dire, ils ont l'habitude du fonctionnement, en fait. C'est un thème parmi d'autres. On a pu travailler, par exemple, sur le génocide au Rwanda, on a pu travailler sur d'autres choses, en fait. Donc, des sujets qui peuvent être assez lourds, en fait. J'ai pas eu de véritable opposition du style c'est sur les Juifs, je travaille pas, voilà. Parce que je leur ai tout de suite dit que c'était un travail historique. L'objectif, c'est pas forcément de parler d'actualité. Là, on se remet 80 ans en arrière, en fait. Moi, j'aime bien, en fait, le truc qui est là, c'est quand on fait un travail en histoire, on essaie de se mettre à la place de ces gens, de faire comme si on était une sorte de lunette 3D et qu'on est avec eux, de projeter dans leur réalité. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. L'objectif, moi, c'est rendre ludique cet apprentissage tout en travaillant sur des documents de qualité historique. Enfin, c'est un mix des deux. Donc, vous partez donc de cette image de Charles et puis ensuite, vous allez partir sur d'autres documents. Alors, ensuite, la deuxième étape, c'est les extraits. Donc là, on va lire ensemble quelques extraits du livre de Léon Malmed. Donc là, le premier extrait, ça va être l'arrivée, on va faire de manière chronologique, l'arrivée de Srull et Chana, donc les parents de Léon, en France. Donc ils ont fui la Pologne pour fuir l'antisémitisme, mais aussi des conditions de vie très précaires. Ils sont arrivés en France pour se donner une chance. On parle du rêve américain, eux, pour le coup, ils ont essayé de vivre le rêve français, puisqu'à l'époque, c'est un truc qui leur a permis d'avoir une amélioration à la fois de leurs conditions sociales, leurs conditions de vie, à tel point que Srull décide en 1939 de s'engager volontaire dans l'armée française, en fait. Donc du coup, il y a le moment important où il prend la tâche avec l'armée française pour pouvoir être incorporé volontaire dans l'armée française avec son numéro de matricule. D'ailleurs, il se trompe sur son prénom en mettant Irul Malmed.
Et voilà, donc il est dans un régiment qui va combattre contre les Allemands. Il va être fait prisonnier, il va s'enfuir, il va revenir sur Compiègne pour retrouver sa famille. Là, il y a un peu le côté James Bond, en fait. Il le voit comme un super-héros, c'est-à-dire qu'il protège sa famille, il fuit son pays d'origine pour améliorer sa famille. Ça, c'est quelque chose qui leur parle, parce qu'il y en a certains qui le font aussi. Quand vous avez Mena qui vient d'un pays étranger, qui a traversé la Méditerranée, au péril de sa vie pour la plupart, pour eux, ils gagnent forcément en arrivant en France. Pour eux, c'est le pays des libertés, etc. Même si c'est pas forcément, ils sont pas dupes non plus. Mais voilà. Et donc là, c'est la même chose. Donc ils s'identifient complètement. C'est une famille qui a fui la Pologne à l'époque pour venir en France. Et comme il est bien reçu par le pays, ses enfants vont à l'école, ils sont intégrés, il décide de défendre le pays dans lequel il est, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est... Il y a un côté, on va dire, à la fois patriote, mais en même temps, au-delà de ça, un côté, il est dans le bon camp, en fait. Enfin, c'est surtout ça, le truc. Et donc ensuite, là, on a un tableau qui leur permet de voir l'ensemble des immigrés qui sont venus en France et qui se sont engagés dans l'armée française. Donc on voit, ils peuvent voir qu'il y a des Allemands, alors des Allemands qui ont fui le régime de Hitler, des Italiens qui ont fui Mussolini, des Espagnols qui ont fui Franco, des Polonais. Voilà. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui leur a vraiment parlé, parce que du coup ça leur permettait de voir les chiffres, et la question c'est pourquoi sont-ils venus. Donc là, voilà, on essaie de refaire avec eux l'itinéraire de ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fui surtout. Donc la question c'est pourquoi. Et après la question qu'on leur pose c'est est-ce que toi aujourd'hui, s'il y avait la guerre en France pour X raisons, si le pays était attaché, est-ce que tu défendrais le pays? Voilà, ça c'est des questions qu'on peut échanger avec eux en fait, parce que voilà, ça rejoint un peu sur les stéréotypes, parce que les stéréotypes, les Juifs, ils contrôlent le pays, ils défendent pas le pays. Non, là c'est l'inverse en fait. Il est venu, il n'avait pas d'attache dans le pays initialement en fait, mais n'empêche qu'il prend quand même l'uniforme français en fait pour le défendre. Donc ça a été un moment d'échange assez fort, une séance de qualité. Pour certains d'entre eux, ils ont tout à fait, ils se sont mis à la place en fait, parce que c'était l'objectif du truc, ils se mettent à la place de cette famille, de l'identification. Là pour le coup, ça a plutôt bien marché, parce que pour certains, c'est leur histoire à eux aussi en fait, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui en fait. Donc aller en France pour obtenir une vie meilleure. Voilà. Donc ça, c'était la porte d'entrée numéro 2 entre guillemets. Et après, au fur et à mesure, on a fait d'autres extraits. Et donc vous entrez dans les persécutions. Voilà, et on essaie toujours de faire le lien entre la grande histoire et la petite histoire. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que des fois, c'est un peu le choix des supports et des documents il ne faut pas se tromper en fait. C'est vous qui choisissez les documents. Alors, vous avez choisi les documents en amont. Vous travaillez avec les départements. Les archives, tout simplement. Voilà. Donc il y a un travail qui a été fait durant les vacances d'été avec les archives, de façon à ce que... Donc je les remercie, les archives départementales de l'Oise, les archives de Compiègne, où ils me mettent à disposition un certain nombre de documents. Et ensuite, c'est à moi de faire un choix, en fait. Voilà. Et après, avec les élèves, de leur présenter et de travailler avec eux dessus. Voilà. Donc c'est pareil. Sachant que, contrairement à ce que je pensais, au début, j'avais pris peu de documents, en pensant que trop de documents, ça allait peut-être un petit peu les effrayer. Alors qu'au final, c'est ça qu'ils ont préféré, en fait. C'est fouiller dans les documents, décrypter les documents, regarder les sceaux. Par exemple, le sceau avec l'aigle nazi, par exemple, pour voir vraiment le sceau de l'État français, qui n'était plus la République française. Donc là, ça permet de faire le lien. La République française n'existait plus. Non, elle a été remplacée par l'État français, par Pétain, etc. Et donc du coup, toujours pareil, le lien entre grande histoire et petite histoire, et après revenir à chaque fois sur la famille Malmed. À l'histoire individuelle. L'objectif était que chaque séance, on parle de la famille Malmed, quand même. Quand je leur dis que ce sont des feuilles qui ont 80 ans, en fait, qui touchent de l'histoire, ils sont dedans, et c'est les éléments qu'ils ont préférés. Vous poursuivez avec eux donc les persécutions, les lois anti-juives, la mise en place des lois anti-juives, l'étoile jaune, etc. Tout ça, vous en parlez. Et puis, vous abordez à un certain moment les dénonciations. Alors, les dénonciations, donc, ils vont avec, entre guillemets, le travail à la fois sur les justes et les dénonciations, de façon à mettre, pas forcément en parallèle, mais d'expliquer qu'à cette époque-là, vous aviez un certain nombre de populations qui ont observé la guerre, vous avez des résistants et des collaborateurs. Donc l'objectif, c'était qu'ils arrivent à comprendre qu'à la fois l'occupant donnait des primes pour dénoncer, donc ça c'est quelque chose qui les a choqués, il faut être très clair. Donc 20 000 francs pour dénoncer votre voisin, pour trouver un juif ou un communiste ou un résistant, ce qui est à peu près l'équivalent de 150 € actuellement, parce qu'ils voulaient faire, et ce qui est logique, ils veulent avoir le rapport aujourd'hui. Et donc ça c'est quelque chose qui les a choqués. La question c'est pourquoi on en arrive à là. Donc après il y a toutes les raisons, jalousie, haine des juifs, etc., etc. On liste un petit peu toutes ces raisons-là. Et après, par contre, comme pour les Malmed, et là, il faut montrer un visage.
C'est comme ça, on personnifie la personne. Donc, bien sûr, on trouve quelqu'un du département de l'Oise qui s'est fait connaître pour envoyer de nombreuses missives à de nombreux journaux collaborationnistes. Donc là, en l'occurrence, qui dénonce Jean Biondi, qui est devenu ensuite maire de Creil, parce que, je cite, il n'était pas juif de sang, mais en gros, il était, entre guillemets, juif de cœur. Et donc, alors c'est un communiste, voilà, franc-maçon, qui va agir, qui va être un résistant de haut niveau, qui va agir également pour protéger les juifs. Mais donc du coup, voilà, vous avez l'objectif, c'est effectivement de travailler sur des documents originaux et sur des lettres de dénonciation originales. Parce que pour eux, en prison, quand vous êtes une balance, c'est ça. Vous n'êtes pas en haut de l'échelle sociale, on est plutôt tout en bas de l'échelle sociale. Et donc là, on valorisait des gens pour dénoncer leurs voisins. Et en plus, on les payait pour le faire. Tout en sachant que derrière, il ne leur arriverait que des choses négatives. Donc là, c'était une séance qui a été assez intéressante parce que du coup, paradoxalement, vous avez aussi les autres personnes, c'est-à-dire les justes, qui eux, donc du coup, au péril de leur vie, ont décidé de protéger les personnes qui pouvaient être dénoncées par les autres, en fait. D'ailleurs, concernant la famille Malmed, vous avez des gens dans le quartier, et ils n'étaient pas dans la dénonciation, mais ils disaient, attention, si tu gardes des juifs, il peut t'arriver des choses. Ils avaient aussi peur pour eux, en fait. Il y avait une sorte de peur généralisée dans l'ensemble du quartier. C'est pour ça que là, Suzanne et Henri Ribolo, ils ont eu beaucoup de courage. Ce sont des justes. Ce sont des justes qui ont eu beaucoup de courage. Donc l'objectif, c'était de mettre en parallèle les deux actes. Et par contre, Henri et Suzanne Ribolo, eux, ont survécu à la guerre, et ont réussi ensuite à non seulement avoir un lien avec Léon et Rachel Malmed, et surtout de survivre à la guerre et de faire en sorte que leur vie serve à quelque chose. Voilà, ça, c'est surtout ça le truc. La phrase la plus importante, c'est quand Chana et Srul sont emmenés par la Gestapo. Donc les parents du jeune Léon. De jeune Léon Malmed sont emmenés par la Gestapo et qu'on leur dit ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin de vos enfants jusqu'à la fin de la guerre. Henri et Suzanne Ribolo. Et ils ont tenu parole. Ils ont tenu parole et au-delà de ça, même, ils se sont restreints sur leur nourriture, ils les ont toujours protégés. Ils ont créé un lien de filiation qui est irremplaçable, en fait. Et donc ça, franchement, c'est un truc qui est... la question qu'ont posé les élèves, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi tu vas risquer ta vie pour des gens, en fait. C'est toujours la même chose, en fait. Voilà, pourquoi. Pourquoi la question, elle est là, c'est une notion de courage, en fait. C'est difficile à définir. Qu'est-ce qui les a poussés à et alors ça, il y a un moment d'arrêt là-dessus, parce qu'il faut qu'on échange là-dessus, en fait. Qu'est-ce qui pousse à devenir injuste ? En tout cas, ça pose la question du choix, de la liberté, que tout ça. est possible, que tous les destins sont possibles. Tous les destins sont possibles. Vous pouvez à la fois être un salaud, collaborateur, et voilà. Et comment le devenir ? Après, la question qu'on a fait avec lui, c'est comment est-il devenu il habitait à Gerberoy, dans un petit village de l'Oise. Il n'avait pas forcément de lien avec la communauté juive, puisque, à ma connaissance, il n'y avait pas de synagogue à Gerberoy. Et il a dû subir certainement une sorte de lavage de cerveau, et en plus, lui, être dedans, quoi. Voilà. C'est là qu'on a fait un travail sur notamment les journaux de collaboration, l'exposition Le Juif et la France, voilà, de façon à bien voir la notion de bourrage de crâne. Oui, et là, avec la question du fanatisme et de la création du fanatisme, voilà. Donc là, pour le coup, il y avait des raisons qui pouvaient expliquer, même qui ne justifiaient pas, mais qui pouvaient comprendre le fait de devenir, pour ces personnages ignobles, des collaborateurs. Par contre, pour être juste, il n'y a pas de documents, il n'y avait rien à l'époque qui pouvait faire en sorte que les gens deviennent des justes, en fait. Et là, pour le coup, on sèche un petit peu. Donc c'est pour ça que là, on arrive sur des motivations individuelles, une question de droiture, une question d'universalité, en fait. Ce qui est réel, c'était l'acte derrière, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont agi. Ils ont décidé à un moment donné, surtout ils ont décidé, et c'est ça qui est le plus frappant, pour eux en tout cas, en quelques secondes, en fait, quelques minutes, puisque finalement, la Gestapo vient et prend les parents et leur laisse que quelques minutes pour récupérer quelques affaires, en fait. Et ils ont décidé en quelques minutes, en fait. Et c'est fort de faire cette promesse-là, c'est-à-dire je prendrai soin de vos enfants jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à ce que vous reveniez, quoi. Et après, il y a de l'émotion, en fait. Ça, c'est ça le truc. Et par contre, il ne faut pas oublier, alors c'est vrai qu'effectivement, c'est là que j'ai du mal à me distancier, parce que moi, je suis un historien amateur, et que là, on peut être pris aussi par l'émotion. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme les mômes vous voient avec de l'émotion, ils voient que vous le vivez aussi, en fait. Ouais, donc, ça crée une sorte de connivence. Et de partage. Autour de cette histoire. Et je revendique le fait de ne pas avoir la possibilité de me mettre à distance comme un historien classique. Et je respecte beaucoup, parce que voilà, qui sont capables
entre guillemets, de mettre à distance ces documents et de faire un travail d'historien, de professionnel. Et voilà. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. J'utilise des vrais documents, on fait un travail, on va dire, d'histoire classique, éducation nationale. Hein, mais par contre, l'histoire, pour moi, doit être liée avec l'émotion, clairement. En fait. Parce que du coup, après, ils s'en rappellent, ils en discutent. Et ça les passionne, quelque part. C'est ça qui passionne un petit peu, en fait. Enfin, voilà. Et quand on a fini le projet, quand on se dit, bon, ben voilà, on a terminé, ils ont plastifié les documents qui étaient censés faire l'exposition. Ben, c'est fini, en fait. Et là, il y a un peu de déception, en fait, parce que c'était cool. On travaille de manière complètement différente, en fait. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une classe avec les chaises, le prof qui peut projeter un truc au tableau, qui écrit au tableau, les élèves qui prennent la leçon. Bon, ça, c'est du classique. Et je critique pas, parce que ça m'arrive de le faire aussi. Hein. Mais là, on travaille de façon différente. On était en îlot, il y avait les ordinateurs. Tiens, ça serait bien si tu bosses là-dessus. J'arrivais, je mettais sur le tableau. Aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Il y a 3 documents à voir. On va les inclure dans les documents. Est-ce que tu peux le mettre dans le doc? Donc en fait, ils prennent beaucoup de plaisir à réaliser eux-mêmes oui, ces c'est pour affiches. eux, ils sont acteurs en fait. Hein. Pour le coup, là, ils sont acteurs, ils réalisent. Et en plus, ça va servir à quelque chose. J'aimerais que vous nous parliez également d'un autre point. La mise en place des lois anti-juives, ou plus exactement du recensement des juifs. Vous leur expliquez qu'effectivement, la majorité des juifs est allée se faire recenser. Et comment est-ce qu'ils réagissent à cette séance, elle est intéressante parce qu'on projette au tableau l'ordre de l'État français où tous les juifs doivent aller se faire recenser dans la mairie de leur arrondissement, si je ne me trompe pas. Donc dans l'Oise, il y avait 3 arrondissements, l'arrondissement de Compiègne, de Creil de Senlis, et de Beauvais. Et donc tous les juifs doivent aller se faire recenser. Ils leur donnent un laps de temps qui est assez court dans les mairies, de façon à avoir une carte de recensement. Une carte d'identité avec le tampon juif dessus. On sait que c'est à partir de ces fichiers de recensement que les juifs ont été arrêtés. Et donc forcément, on est en prison, donc du coup, la question se pose tout de suite, au bout de 30 secondes. C'est un papier officiel, et du coup, en fait, ils ont respecté la loi, et ils sont morts pour ça. C'est comme pour Charles, il a 6 ans, il est en prison, comment c'est possible? Là, ils ont respecté la loi, ils sont morts pour ça. Alors là, ça travaille un peu plus, en fait, là, parce que là, on demande à tout le monde de respecter la loi, c'est ce qu'on leur dit. Eux, ils sont en prison parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, justement. Donc la notion de loi, là, pour le coup, elle est remise en cause. Elle est bousculée. C'est-à-dire que là, ils sont fait tromper par l'État, des gens en qui ils pouvaient avoir confiance, où ils ont été recensés pour ensuite être parqués à Drancy ou dans des camps horribles et ignobles, pour ensuite être allés à Auschwitz et être exterminés, en fait. Et donc, ça soulève la question, c'est pourquoi on doit respecter la loi, au final. Voilà. Et vous faites un travail sur ce que représente la loi, une loi juste, une loi qui fait la loi, dans quel contexte. Donc c'est pour ça que là, le lien avec le contexte historique il est très important, parce que l'État français, un État, l'État Vichy, Pétain, etc. Comment c'est arrivé, pourquoi ils ont collaboré avec l'Allemagne nazie, etc. Et que finalement c'était un État failli. Donc là par contre on interroge le rôle des lois dans des États non démocratiques. Et on est plus là-dessus. C'est-à-dire que, vu que ce sont des États non démocratiques, est-ce que la loi représente la volonté du peuple? Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on essaie de vraiment axer là-dessus. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment l'entrée. Et il fallait être solide là-dessus, parce qu'effectivement, dans ce lieu, dans ce contexte bien particulier, ça peut être ensuite un discours... la loi, finalement, elle n'est pas juste, en fait. Alors, pour finir, sur la famille Malmed, vous terminez sur ça, c'est le moment, dernière affiche. Le moment émotion véritable. Vous avez donc, à l'issue de la guerre, donc une fois que Léon sait que ses parents ne reviendront pas, il va d'abord sur Paris, ensuite remonte sur Compiègne, où il va suivre Henri lors de ses pérégrinations de vendeurs de vêtements ambulants, donc dans des marchés. Et je lis l'extrait parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc un jeudi, nous étions au marché de Verberie, donc c'est dans l'Oise, un petit village de l'Oise. Papa conversait avec 2 gendarmes. Je remarquais que de temps en temps, il se tournait dans ma direction et me regardait. Sans doute devait-il parler de moi. « Léon, viens ici, mon grand, me dit-il. » Papa Henri d'un ton affectueux. Les 2 gendarmes me fixaient d'un air étrange. Ils semblaient gênés, ils étaient grands, c'était l'impression que j'avais dans la plupart des adultes. L'un d'eux se raclait la gorge, la tête inclinée vers moi. « Allons, petit, serre-nous la main, dit-il. » Je commençais à lever mon bras lorsque papa Henri murmura « Ce sont les messieurs qui ont. » Et donc là, vous tombez en face de gens qui ont arrêté vos parents. Vous avez une dizaine d'années. Il faut imaginer le percute que vous recevez dans l'estomac.
c'est un moment, ouais, on finit l'exposition par ça, je trouve que c'est le... Parce qu'au final, je pense qu'à ce moment-là, c'est aussi à des moments comme ça que vous rentrez dans l'âge adulte, en fait. Il y a souvent il y a des gens qui rentrent dans l'âge adulte à un certain moment, en fait. Et c'est un peu leur histoire des détenus, parce que quand vous êtes en prison, vous avez 14-15 ans, vous êtes dans un monde adulte, même si vous êtes dans un quartier mineur, vous n'êtes pas forcément en lien avec les détenus majeurs, et heureusement. Vous êtes obligé de faire preuve d'autonomie, d'indépendance, et vous rentrez dans une autre histoire, en fait. Et ça fait aussi partie de ça, parce que, alors bien sûr, la question, comme on discutait avec les détenus, qu'est-ce que vous auriez fait à ça? Voilà, on rentre tout de suite la plupart rentrent dans la violence, j'aurais sauté au cou, voilà. Et ça peut tout à fait se comprendre, puisqu'effectivement, voilà. Et après, il y a aussi le contre-coup, en disant, j'encaisse le choc, en fait. Et il y en a un qui m'a dit, au final, il arrive peut-être encore, j'aurais plus jamais fait confiance aux gendarmes, aux policiers, en fait, par rapport à cette situation, en fait. Parce que, c'est des gens qui sont censés représenter la loi qui, au final, entraînent des meurtrissures, quoi, en fait. Donc, mais quelque part, ça ouvre aussi sur une interrogation, parce que ça se conclut par ce face-à-face entre le fils qui devient adulte et qui rencontre le face-à-face entre lui et là, ce que m'a dit un détenu, il m'a dit c'est dommage qu'il n'y ait pas un film. Parce que pour le coup, là, ils ont commencé à imaginer les acteurs qui pourraient prendre les rôles, voilà, parce que pour le coup, ils étaient déjà... Après, il faut imaginer que ce sont des jeunes, eux, ils sont plus dans une réflexion audiovisuelle, ils ont besoin des images, ça les aide. Et là, c'est vrai que pour le coup, il y avait un film, ça serait peut-être pas l'image de fin, mais une image qui est forte entre les deux personnages, en fait, en disant... je suis un survivant, en fait. C'est ça le truc. Et je vais essayer de faire en sorte que ma vie serve à quelque chose. Et ce qu'il a réussi à faire, parce qu'après, il a mis du temps à écrire son livre, mais son témoignage qui est fort. Et donc là, c'est quelque chose qui est très très fort, en fait, au final. Et on vivait un moment d'émotion assez intéressant, clac. Et là, la porte s'ouvre, et la magie s'arrête, en fait. Et on rentre dans le fonctionnement de la prison, avec les surveillants qui peuvent faire une palpation des détenus pour éviter qu'ils prennent des choses en cours. Parce que là, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être un enseignant classique. On est dans et de les emmener complètement ailleurs. Ouais, de les sortir, en fait. C'est l'objectif. Mon rôle, il est là, c'est de leur permettre d'imaginer une vie à l'extérieur, en fait, de se projeter à l'extérieur et de leur permettre de se dire, on va rentrer dans la société, en fait, et de redevenir des citoyens, de se réinclure dans la République, de se réinclure dans certaines valeurs. Parce que quand vous êtes en prison, vous êtes dans un lieu de relégation. Alors attention, je ne suis pas en train de dire ils n'ont rien fait, c'est que des innocents, c'est pas du tout mon propos. Je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour juger ce qu'ils ont fait. Moi, mon boulot, c'est essayer de faire en sorte que ça devienne des personnes meilleures et leur permettre de se réinsérer dans la société et de devenir plus forcément des dangers pour les autres, en fait, pour eux-mêmes et pour les autres. J'aimerais terminer cet entretien par une question plus personnelle. Jérôme Bouchain, vous avez dit que vous avez commencé tout ce projet il y a environ 3 ans. J'aimerais savoir d'où vient votre engagement personnel. J'ai des amis dont la famille a vécu, entre guillemets, la Shoah, tout simplement. Moi, j'ai une famille très férue d'histoire et qui l'a vécu. Ma grand-mère était résistante. Alors, il faut savoir que du coup, ça fait 6 ans que je suis dans le centre pénitentiaire de Liancourt. Il y a 3 ans, lors de l'assassinat barbare de Samuel Paty, donc j'étais en cours à ce moment-là, et en fait, dans une prison, vous entendez les murmures de la prison, et il y avait des gens qui étaient horrifiés, parce qu'on pouvait les entendre, parce que je suis juste en face des bâtiments de détention, et des gens qui ne fêtaient pas l'événement, mais en gros, ils s'en est pris au prophète, etc. Voilà. Le discours qu'on a pu entendre après, ensuite, voilà. Et donc là, c'est là que je me suis dit qu'il faut agir, en fait, il faut pas laisser... Il y a une citation que j'aime bien, en fait, l'inaction des gens de bien permet au mal de triompher. Alors, c'est pas de moi, c'est de Burke, mais en tout cas, je pense qu'on doit agir, en fait. Et comme je vous dis, si j'avais été un jeune enseignant, avec moins de maturité, moins de fonctionnement, moins d'investissement émotionnel, quand je vois des amis juifs qui sont obligés de cacher leur mezouza, ou qui me demandent d'aller réceptionner les pizzas quand on fait une soirée, qu'on commande des pizzas. Ça fait réfléchir, en fait. On est en 2025, en France. Ça rappelle quand même des heures très très sombres, en fait. Et donc ils ont peur, en fait. Donc il faut leur montrer du soutien. Mais c'est valable pour toutes les personnes qui subissent à la fois des discriminations, de la violence. Enfin voilà, il faut être motivé et surtout ne pas avoir peur d'avancer et de se dire voilà, j'essaie de faire les choses au mieux de manière juste, en fait. Voilà. Et je pense que Samuel Paty aurait été fier de l'investissement des milliers d'enseignants qui le font tous les jours sans forcément beaucoup de soutien ni d'aide. C'est ça aussi c'est pour ça que là, mon objectif d'être personnel de direction, il est là. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'un jeune enseignant
comme moi quand je l'ai été, et que j'allais dans le bureau d'un proviseur en disant « Ah, j'ai des projets, j'aimerais bien faire ça », je suis tombé sur des proviseurs exceptionnels et je suis tombé sur d'autres qui freinaient des cas de fer en disant « Ah, c'est compliqué, tu te rends compte, ça peut soulever des problèmes, etc. » Moi, j'aimerais bien dire à ce jeune enseignant qui sera devant moi de quoi as-tu besoin en fait. Et lui donner les moyens. Et donner les moyens pour pouvoir... parce qu'il y a tellement de volonté, de bonne volonté, et là, les enseignants actuellement vivent une période très très compliquée. Alors pas seulement à cause de la faiblesse des salaires, ou voilà, c'est tout le fonctionnement éducatif qui fonctionne mal en fait. Voilà, donc l'objectif c'est de leur redonner, de savoir pourquoi on le fait en fait. Voilà, de savoir pourquoi on se lève. Pourquoi moi en l'occurrence je me lève et je vais en prison tous les jours, alors que je n'y suis pas obligé. Pourquoi je le fais. Le jour par contre où j'aurais pu cette niaque, il faudrait justement que j'arrête par rapport à ça, parce que c'est des lieux bien spécifiques. Il faut être armé, en tout cas philosophiquement, pour y aller, être costaud, être solide. Et si on ne le fait pas, d'autres prendront la place, tout simplement. Merci Jérôme Bouchain. On vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation pour la suite de vos projets. Merci à vous. Merci. Très gentil.